Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant près d'une heure, nous allons passer en revue des concepts abordés au travers de l'actualité de la semaine écoulée. Alors au menu de la violence et de la drogue, de la liberté religieuse et du bien-être animal, du wokisme, réaction ou progrès, de l'austérité face à la contribution des épaules les plus larges. Et pour en parler, pas de personnalité politique cette semaine, mais 2 intellectuels bruxellois engagés et 2 de nos experts pour les accompagner. Tout d'abord, Marianne Slussny, romancière et philosophe. Bienvenue. Merci. Et Paul Grosjean, chroniqueur patrimoine, notamment sur BX1. Bienvenue. Merci. Alors, cela fut déjà le sujet des semaines dernières, les fusillades et autres règlements de compte en pleine rue, que ce soit à Anderlecht, Molenbeek et, cette semaine, à Saint-Gilles ou à Bruxelles. Les autorités publiques semblent bien démunies devant ce regain de violence attisé par l'arrivée de gangs marseillais à Bruxelles. Communes, régions et fédérales se rejettent la balle, comme ici la ministre fédérale de l'Intérieur, Annelies Verlinden. 50 millions d'euros est donné à la région Bruxelles-Capitale chaque année pour la coordination de la politique de sécurité. Mais c'est vrai que on va encore être à l'appui, par exemple, avec la police judiciaire fédérale qui entame les enquêtes par rapport à la criminalité organisée. Et donc, moi, je me sens également responsable, mais je trouve que tous les responsables, tous les gens qui ont une responsabilité par rapport à la sécurité doivent l'utiliser à 100%. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Marianne Slussny, cette problématique de drogue, de toxicomanie, de violence et de bandes organisées? Tant pis si t'es dans la débine, t'avais qu'à être dans la mafia. Un coup de débine, 2 sous de combine, et t'avais ton rata. Léo Ferré, ben, c'est dramatique, évidemment. J'ai entendu beaucoup de témoignages, dont celui-ci. Évidemment, nous sommes en période électorale, donc on sent bien les dissensions. J'ai entendu le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, tenir un discours assez musclé, fait de courage et d'affrontement. Et il a aussi dit quelque chose qui m'a interpellée, que les gens des quartiers où ont eu lieu ces fusillades sont en général des gens de quartiers pas très riches. Et donc, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle un peu, c'est qu'on parle évidemment de cette Bruxelles plaque tournante du trafic de drogue. Il y a de l'offre, il y a de l'offre, mais pour qu'il y ait de l'offre et que l'offre fonctionne, ce sont des règles élémentaires, il faut qu'il y ait de la demande. Et on sait très bien que les SDF, en particulier, sont des grands consommateurs de drogue, et on peut les comprendre. Ou le contraire. Oui, ou le contraire. Les toxicomanes sont des SDF. Oui, ou le contraire. Mais enfin, on sait aussi, déjà, nous qui sommes plus ou moins bien nantis, que quand on a un souci de trop, on boit... Enfin, bon, pas tout le monde, mais certains boivent un verre de trop, j'assume. Alors on peut imaginer quand on est dans la rue, par terre, en hiver, et qu'on vous propose du crack, ça fait passer certaines choses. Donc il y a une offre, mais il y a aussi une demande, et que ça pose des problèmes de société, bien évidemment. Alors Paul Grosjean, on a vu ce rejet de balles entre communes, régions et le fédéral. Et vous avez entendu la ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de comparer avec la France et avec Gérald Darmanin. Je ne défends pas sa politique, mais par contre, en termes de communication, il me semble un peu plus proactif que notre ministre à nous de l'Intérieur, en fait, qu'il n'en a rien à cirer, si je puis dire, de l'opinion francophone, tout simplement. Si ça se passe à Anvers, là, elle est présente, elle est très volontariste, elle arrive à Bruxelles, elle renvoie la balle directement, mais vu de France, c'est inimaginable ce genre d'attitude par rapport à quand même des drames, puisqu'il y a mort d'hommes. Donc, je veux dire, c'est quand même incroyable qu'on en soit là en Belgique, quoi. Alors, on va voir l'avis de nos 2 invités. L'une est militante féministe républicaine et laïque, l'autre est militant progressiste romaniste de formation. Ils sont tous 2 auteurs et enseignants. L'une est agrégée de philosophie. Aujourd'hui, elle travaille dans le centre d'études du MR. L'autre vient de lancer sa maison d'édition en plein tourbillon dans le secteur et il est vice-président du conseil d'administration de l'RTBF en tant qu'indépendant, mais élu sur le quota PTB qu'il et elle entrent.
Nous accueillons donc Nadia Geerts, dont le dernier ouvrage s'intitule Woke, la tyrannie victimaire, paru aux éditions de Ville. Et à ses côtés, Vincent Engel, son dernier ouvrage s'intitule Vous qui entrez à Monte Chiaro. Il est paru chez Caire Éditions. On parlera de vos ouvrages tout à l'heure au cours de l'émission, mais tout d'abord, je voudrais un peu avoir votre avis. On va commencer par vous, Nadia Geerts, sur ces problématiques de violence dans nos rues bruxelloises. Bon, il y a toujours eu de la violence, bien sûr, mais là, des fusillades apparemment importées de Marseille, est-ce que ça suscite chez vous une réflexion Ça suscite surtout chez moi beaucoup d'interrogations et de perplexités. C'est-à-dire que moi, ce que j'en retire, c'est que finalement, j'ai l'impression que les pouvoirs publics sont extrêmement démunis, ne savent pas par où prendre le problème, se renvoient la balle les uns les autres, et qu'effectivement, ce sont les habitants qui sont les premières victimes, j'ai envie de dire. Enfin, je trouve ça assez inquiétant de me rendre compte que dans notre ville aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, voilà, j'ai peur, il y a des fusillades dans mon quartier. Enfin, ça sonne vraiment comme quelque chose de totalement... qu'on aurait cru ne plus jamais devoir vivre, me semble-t-il, à Bruxelles, en Belgique. Et voilà, donc je n'ai pas d'analyse à proprement parler, mais je trouve ça inquiétant et je me dis qu'il faudrait, je ne sais pas, peut-être faire en sorte que la tolérance zéro soit appliquée par rapport à ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas, j'entends dire des choses par rapport au fait que, par exemple, si tant de criminalité liée à la toxicomanie se retrouve à Bruxelles, c'est parce qu'on sait que c'est une ville où il est plus facile de fuir ou d'échapper à la police, etc. Si c'est vrai, je pense qu'il faut prendre des mesures par rapport à ça, mais je ne suis pas du tout spécialiste sur cette question-là, évidemment. Alors, Vincent Engel, je sais, il n'est pas plus spécialiste que vous de la matière, mais il y a quand même une idée qui revient, c'est que toutes ces zones où il y a des problèmes sont des zones de forte précarité. Donc, il y a un lien entre précarité, addiction, toxicomanie, violence. Oui, ça c'est évident. Je pense qu'il ne faut pas être spécialiste pour le savoir. Mais moi, j'aurais plutôt envie de revenir sur ce que disait Nadia. Disait ces choses qu'on pensait ne plus devoir revivre. On assiste pour l'instant à une liste qui n'arrête pas de s'allonger de choses que l'on pensait ne jamais revivre, même si nous ne les avions pas vécues, que nos parents avaient vécues, la guerre, la montée de l'extrême droite, des violences dans la rue. Et moi, ce que ça éveille en moi, c'est qu'on vit dans des mondes qui, même si on vit à côté, sont très cloisonnés. Moi, personnellement, je n'ai jamais été confronté à la drogue d'aucune manière. Et pourtant, ça se passe maintenant dans des rues proches des miennes. Et donc, ces cloisonnements qui nous permettaient de vivre dans des bulles un peu imperméables et certainement très privilégiées sont en train de tomber partout, à tout niveau, que ce soit la drogue, que ce soit la guerre, que ce soit la précarité. Et c'est ce phénomène global que je trouve vraiment très inquiétant. Mais on a parfois aussi une vision de... Avant, c'était mieux. Mais est-ce qu'avant, c'était vraiment mieux? Moi, j'ai jamais eu cette vision-là. Franchement, c'est une vision que je trouve totalement... Simplement pour savoir combien elle est fausse, il suffit de savoir qu'avant, il y avait des gens qui disaient qu'avant, c'était mieux. Nadia Geerts, là-dessus, est-ce qu'avant, c'était mieux sur certains plans, peut-être? Oui, peut-être un petit désaccord quand même. Oui, n'hésitez pas, vous êtes là pour ça. Mais oui, je m'en doute bien, c'est un peu le jeu aussi. Donc voilà, livrons-nous au jeu, ce sera très amusant. Mais mais disons que j'ai quand même l'impression que, grosso modo, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on pouvait avoir l'impression qu'on allait vers un mieux. Et que finalement, cette évolution positive n'allait jamais s'arrêter. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'en gros, ça va moins bien qu'il y a 20 ans. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Je pense qu'il y a des raisons à ça. Mais moi, j'ai été très marqué par un sinologue qui s'appelle François Julien, qui dit que pour les Chinois, dans la langue chinoise, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de conjugaison. Donc les notions de temps sont très très différentes. Et on sait que rien ne survient brutalement. Tout est le fruit d'une transformation silencieuse. Et je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est comme le surgissement d'un champignon qui arrive alors que le mycélium s'étend parfois depuis très très longtemps. C'est effectivement, après-guerre, il y a eu un pacte social qui a nourri l'accroissement de la classe moyenne, l'enrichissement moyen des gens. Il y avait un équilibre entre les gens qui gagnaient très bien leur vie et ceux qui le gagnaient moins bien. Grâce au pouvoir public, grâce aux services publics, grâce à l'engagement de l'État dans toute une série de services publics
qui construisait ce lien social. Et c'est ça qui est détruit systématiquement depuis le début des années 90 par cette politique de désinvestissement des pouvoirs publics dans les services publics, dans cette privatisation outrée de tous ces services qui doivent tout à coup devenir rentables et dont la rentabilité n'est plus jugée qu'en termes d'entreprises privées. Alors que la rentabilité d'un service public ne peut jamais se mesurer seulement dans ce service public-là. On va en reparler dans un instant, parce qu'on doit parler aussi de l'austérité, de ce que propose l'Union européenne maintenant. Donc ça reviendra un peu à ce débat-là. Mais Marianne Tchesny voulait revenir un peu en arrière. Peut-être dans le même sens, mais en ajoutant peut-être quelques petits éléments. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'après-guerre, on a construit une social-démocratie et que depuis le début des années 90, on ne fait que la déréguler. Je pense que la chute du mur de Berlin, même si c'était bienvenu d'une certaine part, y a été pour quelque chose. On n'avait plus besoin de créer ce bloc européen qui faisait tampon au niveau social et économique entre le communisme, la dictature communiste d'Union soviétique et ses satellites et comme on disait, l'impérialisme américain. Donc tout ça n'avait plus beaucoup de sens et l'Europe a dérégulé sa social-démocratie avec toutes les misères qu'on voit s'ajouter les unes les autres. Et ce qui me semble particulier de l'atmosphère dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les cautères, on en met, mais ça ne marche plus du tout. Oui, ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas de solution miracle, Nadia Dietz. Mais oui, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que j'entendais tout à l'heure, au tout début d'émission, parler de la question, au fond, de savoir est-ce que est-ce que c'est la toxicomanie qui produit le sans-abrisme ou est-ce que c'est l'inverse et je pense que les deux explications fonctionnent pour des publics différents, évidemment. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier justement l'une des deux explications, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, au départ, ne sont pas nécessairement des personnes précarisées et qui tombent dans la consommation et qui, du coup, sont précarisées. Et donc, je pense que l'explication en termes de facteurs socio-économiques, de déclin des pouvoirs publics, etc., n'est pas une explication qui fonctionne à 100%. Je pense qu'il y en a d'autres, notamment aussi le fait qu'on produit aussi aujourd'hui des drogues de synthèse qui sont de plus en plus fortes et par rapport auxquelles, finalement, l'individu est de plus en plus fragile. Je veux dire, il suffit parfois d'une seule consommation pour être complètement addict. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui expliquent aujourd'hui ce regain de la toxicomanie et des formes de toxicomanie de plus en plus graves et de plus en plus addictives. Oui, il faudrait quand même aussi ne pas tomber dans le biais de croire que seuls les précarisés sont toxicomanes et qu'il n'y a pas de toxicomanes parmi les classes aisées de la population. C'est exact, vous avez tout à fait raison. Et quand même aussi, on voit qu'il y a différents types de réponses qu'on apporte à la situation de violence et de toxicomanie et de trafic. C'est soit plus de sanctions, certains disent plus de prévention, d'autres plus de coopération internationale parce que ce sont des réseaux internationaux. Et le problème n'existe pas qu'à Bruxelles, c'est un problème qui est un peu plus vaste. Je vais revenir sur le débat que vous avez finalement un peu lancé déjà, Vincent Engel. C'est ce débat de fond qui a réapparu le week-end dernier. C'est un accord qui a été trouvé au niveau de la Commission européenne, tout d'abord, pour relancer l'austérité pour les États membres de l'Union. Le Conseil européen devrait ratifier cet accord. Cet accord, ça porte sur le retour aux 3% de Maastricht, de manière un peu plus douce qu'avant, mais c'est quand même un retour à une certaine austérité. Donc le Conseil européen devrait ratifier cet accord et le Parlement européen devrait aussi encore le ratifier ensuite. La gauche, notamment le PTB, avec beaucoup de communiqués, vend debout contre cette position et demande à la Belgique de refuser l'accord, alors que le pays, en pré-réunion, s'est abstenu. Donc, est-ce qu'il faut choisir entre cet assainissement des finances publiques, dont l'équilibre a été mis à mal suite aux crises du Covid et à l'invasion russe de l'Ukraine, ou bien se dire qu'il vaut plutôt mieux taxer davantage les épaules les plus larges, ceux qui peuvent contribuer pour équilibrer les comptes? Est-ce vraiment l'un ou l'autre, ou est-ce l'un et l'autre, Vincent Engel? Je ne suis pas économiste. Ce que j'ai compris, pour en avoir discuté avec des économistes, notamment Bruno Coleman, qui n'est pas né de la dernière crise financière, c'est que cette politique de l'austérité est un grand leurre. Et
que ces fondements, pour autant que l'économie soit une science, que ces fondements scientifiques sont extrêmement fragiles. Mais je pense que il faut effectivement contrôler les dépenses, c'est certain. Mais en même temps, la taxation, il n'y a pas de démocratie sans impôt. L'impôt, c'est ce qui permet l'existence d'une démocratie, par ce principe de redistribution, et c'est fondamental. L'impôt doit être là, et les partis qui promettent de diminuer l'impôt promettent en fait de diminuer la démocratie. Donc la réforme fiscale dont on a parlé ces derniers mois, pour vous, c'est un leurre, il n'y en a pas besoin. Non, je pense qu'il faut... attendez, quand je dis que l'impôt est fondamental, ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer n'importe comment. Je crois qu'il faut l'appliquer de manière juste. Pour l'instant, ce qui est le plus taxé en Belgique, c'est le travail. Ce qui n'est pas juste. Moi, je trouverais tout à fait normal. J'ai eu quelques économies qui ont été un peu mises à mal ces derniers temps, mais j'aurais trouvé tout à fait normal que si je place de l'argent en bourse et que j'ai des bénéfices, que ces bénéfices soient taxés. D'une manière ou d'une autre. Ils le sont. Oui, mais attends, c'est vraiment homéopathique. Hein. C'est vraiment, je trouve, très par rapport aux taxations du travail. Il faudrait rééquilibrer. Il faudrait rééquilibrer. Je pense que, par exemple, engager du personnel devrait coûter beaucoup moins cher. Moi, j'ai dû engager quelqu'un pour mon entreprise. Heureusement que c'est le premier emploi. Donc là, on a des aides, c'est super. Mais pas pour le deuxième. Alors ça, ce serait vraiment impossible. Vous êtes libéral, vous, Vincent Engel? Écoutez, je pense fondamentalement, je suis très très attaché à l'idéologie libérale, celle qui a conduit aux révolutions américaines et à la révolution française. Je suis beaucoup moins en phase avec ce que le libéralisme est devenu aujourd'hui, mais il y a des libéraux qui portent toujours ces valeurs-là, mais qu'on retrouve tant chez les libéraux authentifiés tels quels que dans les partis de gauche ou écolos. Nadia Geerts, d'abord sur ce questionnement d'équilibre entre une taxation pour les plus riches, par exemple pour le capital, et l'austérité. Alors, je vais d'abord dire, comme Vincent, que je ne suis pas économiste et que donc vraiment, je n'y connais rien et je n'y comprends pas grand-chose. Non, ça va vous toucher comme les autres, qu'on y connaisse à l'économie. Bien sûr. Alors, et c'est des dettes aussi qu'on peut laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, il y a quand même des questionnements à avoir. Mais disons, moi, ce que je voudrais dire, peut-être sans répondre directement à votre question, c'est que, évidemment, je pense que l'impôt, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Sans impôt, il n'y a pas effectivement de redistribution des richesses, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de services publics, etc. Donc, évidemment qu'il faut de l'impôt. Évidemment qu'il me semble aussi tout à fait juste que quand on gagne plus, on contribue plus, ça me paraît évident. Cela étant, je ne comprends pas très bien aujourd'hui quand on dit qu'il faut taxer plus les riches, parce que j'ai l'impression qu'en fait on est déjà un des pays qui les taxe déjà le plus. Donc en fait, je ne suis pas sûre, et là je rejoins un peu ce que disait Vincent, je pense qu'effectivement le travail est ce qui est aujourd'hui le plus taxé. Et donc taxer encore plus le travail de ceux qui gagnent beaucoup, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne piste. Quand on parle de taxer les riches, en tout cas quand on regarde dans les programmes, notamment du PS, du PTB, c'est taxé aussi sur les propriétés, le patrimoine, donc c'est le tout. Je trouve qu'il faudrait creuser un petit peu. Il ne faut pas non plus arriver, je pense, à des effets pervers où quelqu'un qui serait propriétaire d'une petite entreprise se verrait tellement taxé que finalement son entreprise ferait faillite. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on va calculer ce que c'est qu'un riche, un très riche? Je trouve que c'est des questions qui valent mieux que des discours qui sont parfois un petit peu à l'emporte-pièce, il faut taxer les riches, etc. Enfin, tout le monde est d'accord, je crois. Mais oui, il y a un petit effet slogan, je pense. Voilà, exactement, oui. Paul Grosjean. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut nuancer le débat. Et je donne un exemple, il ne faut pas confondre le patrimoine financier et le patrimoine architectural. Ça paraît trivial, mais ça a aussi des conséquences fiscales, parce que souvent les propriétaires de biens classés ne sont pas nécessairement des ultra-riches. Et si on peut leur faire, entre guillemets, des cadeaux fiscaux pour leur permettre d'entretenir le bien classé, ça peut être aussi quelque chose d'utile. Donc c'est un débat qui mérite de la nuance. Oui, mais c'est un débat compliqué, parce que, comme vous le dites, il y a beaucoup de niches fiscales. Est-ce qu'on doit aider plus les auteurs, par exemple, que d'autres métiers? Définitivement oublié. Je vous propose de passer aux têtes d'affiche. Je vous propose des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir une et de commenter votre choix, en bien ou en mal. Et on commence par vous, Nadia Geerts. Je vous propose 4 stars de la semaine. Robert Badinter, qui a bénéficié cette semaine d'un hommage national à Paris. Fouad Haïdar, qui se présentera seul aux élections, et pas d'hommage national pour lui pour l'instant. Bruno Irles, le nouvel entraîneur français du REDM. Ou Shai, qui a gagné la victoire de la création visuelle avec son clip
commando, elle est bruxelloise. Alors, qui choisissez-vous, Robert, Fouad, Bruno ou Chaille? Là, Robert Badinter, sans aucune hésitation. C'est presque trop facile. Oui. J'ai le droit de justifier. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je dirais deux choses. La première chose, c'est évidemment son combat contre la peine de mort. Et quand j'étais encore enseignante, je rappelais toujours à mes élèves que c'était vraiment pour moi un exemple tout à fait intéressant qui montre que la démocratie, c'est pas toujours le fait de simplement compter les voix. Puisque à l'époque où Badinter a milité et a obtenu l'abolition de la peine de mort, les Français étaient très majoritairement pour le maintien de la peine de mort. Exact. Et donc je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que la démocratie, c'est pas seulement compter les voix, c'est aussi des principes qu'on défend. La deuxième chose aussi, ça c'est parce que c'est un combat qui m'est cher, ce sont ses propos sur la laïcité, où il a toujours été extrêmement ferme. Et je pense que c'est vraiment un homme tout à la fois, c'était un homme tout à la fois laïque et universaliste, et donc dans lequel je m'inscris volontiers comme étant faisant partie de sa filiation, j'ai envie de dire, intellectuellement. C'est intéressant, cette fascination pour Robert Badinter, qui touche à peu près tout le monde en Belgique, on peut le dire comme ça, parce que sur la peine de mort en Belgique, on a tardivement légalisé le fait de l'interdire. En fait, on avait l'habitude de commuer une peine de mort en peine de prison. Ouais. C'était un peu notre système pragmatique, Vincent Engel. Oui, c'est une solution à la belge. Ouais. Je vais vous proposer 4 autres personnes c'est gentil, à choisir. Parce que si j'avais dû choisir dans les 3 autres, j'aurais été Non. vraiment... Tout d'abord, Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, qui a décidé de partir à la retraite. Travis Kelce, le fiancé de Taylor Swift et le patron des Kansas City Chiefs qui a gagné le Super Bowl, Emir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse qui préfère la commune à la chambre, ou enfin Francesca Albanese, l'envoyée de l'ONU interdite d'entrer en Israël depuis cette semaine. Qui choisissez-vous, Edoui, Travis, Emir ou Francesca? Je vais prendre Edoui Plenel parce que j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui lorsque l'association que j'avais cofondée, Carta Academica, a organisé les académiques honoris causa. On avait un partenariat avec Mediapart. Alors, il est contesté. Il ne fait pas l'unanimité comme Robert Badinter, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui a en tout cas le courage de ses opinions, qui a pris des risques, qui a fondé un média et un média performant, un média d'investigation. C'est assez exemplaire et assez rare aujourd'hui pour le signaler. Il a toujours été, on en reparlera tout à l'heure, du côté de Julian Assange, sans ambiguïté, en le défendant vraiment avec fougue. Donc c'est un homme courageux, et comme tous les hommes courageux, presque par définition, les hommes et les femmes courageuses, on peut ne pas être d'accord avec eux. Paul Grosjean, Marianne Susny, est-ce qu'il y a une des personnalités qu'on a vues là qui vous dit que je voudrais dire un petit mot? Je peux revenir au premier panel? Bien sûr, Paul. Moi, Chaille, je trouve ça très intéressant parce que ça montre un aspect de Bruxelles que les gens ignorent. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez conscients que Bruxelles est une capitale internationale de la culture africaine. Il y a un vivier de talent à Bruxelles qui est incroyable. On pense toujours à Paris, évidemment, quand on parle de chansons, et de chansons plutôt francophones, mais à Bruxelles, il y a même des grandes chanteuses françaises qui viennent s'installer à Bruxelles, comme Iseul, par exemple. Donc, je trouve qu'on devrait avoir plus conscience que Bruxelles est un bouillon de culture incroyable. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement aller à Paris pour devenir célèbre. Maintenant, il y en a qui restent à Bruxelles. Est-ce que c'est vrai pour les auteurs, ça, Vincent Engel? Vous avez décidé de me mettre de mauvaise humeur. Bon, on parlera de livres tout à l'heure. Marianne Susny? Je préfère me réserver pour mon coup de cœur. D'accord, très bien. Alors, 5 infos qui vous ont ravi ou énervé. On commence par vous, Vincent Engel. Tout d'abord, les Belgian Cats en basket qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. Le nouveau bon d'État 1 an qui sera émis dans 2 semaines. On va le taxer, celui-là. Confection des listes électorales avec les derniers lapins blancs à convaincre. Les éditeurs de presse contre la Vivaldi, les journaux papier en sursis à cause de leur distribution qui va coûter cher, ou enfin cette mobilisation en Allemagne contre l'AfD, le parti d'extrême droite allemande. Que choisissez-vous? Sans aucun doute la dernière. Là, franchement, j'avais peur quand tu es arrivé à la 4e en disant « Oh là là, je dois sortir un joker ». Parce que non, la mobilisation allemande contre le retour de l'extrême droite, c'est crucial. On ne s'en rend pas compte. Moi, c'est un sujet qui m'inquiète depuis la fin des années 80. C'est le retour de l'extrême droite partout. Et ce qui semblait impossible, quand je disais ça au début des années 90, on me disait mais non, arrête, les gens ont compris, plus jamais. Et ben non, évidemment. Et aujourd'hui, l'extrême droite est au pouvoir dans des pays proches.
soit en coalition, soit de manière plus forte ou plus insidieuse. Et c'est vraiment dans les... Là, vraiment, je suis très inquiet pour l'avenir. Il y a un vrai retour de l'extrême droite. Et si en Allemagne, c'est un cliché ce que je dis, mais les clichés ont toujours un fond de vérité. Si l'extrême droite revient en Allemagne, ça veut dire que plus jamais ça n'est qu'un mot creux. D'ailleurs, je pense que c'est devenu une phrase creuse parce que si elle avait eu un quelconque pouvoir, on aurait dû la prononcer une seule fois. Je vous propose les mêmes sujets que je faisais chez vous. Belgian Cat. Mais oui, merci. Alors c'est ce que j'aurais effectivement dit. Mais alors je vais peut-être dire une grosse bêtise, vous me pardonnerez. Mais est-ce que je me trompe si ce sont bien... Non, c'est l'équipe féminine de basket. Oui, non, mais c'est pas elle qui avait refusé de serrer la main aux joueuses israéliennes. Non. Ça, c'était aussi des joueuses de basket, mais c'était l'équipe. Non, c'était pas les Belges. Donc voilà. Alors non, alors vraiment Joker. Alors là, désolé. J'aurais voulu faire une grande tirade sur l'esprit sportif qui avait été vraiment mis à mal à l'occasion de cette séquence-là, mais du coup, c'est raté. Ça ne va pas le faire. Mais juste pour revenir à ce que disait Vincent Engel par rapport à l'extrême droite, est-ce qu'il y a une exception en Fédération Wallonie-Bruxelles? Parce que là, l'extrême droite ne prend pas. Nadia Geertz, est-ce que vous qui êtes dans un centre d'études politiques, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'on a une réponse à cette question? On a plusieurs réponses. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas une réponse, mais disons qu'il y a plusieurs choses qui me paraissent intéressantes à prendre en compte. La première, c'est que je pense qu'on a toujours tort de se glorifier trop rapidement de ne pas avoir d'extrême droite. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'extrême droite en Belgique francophone, c'est parce qu'on n'a pas de figure charismatique jusqu'à présent. Je ne crois pas très fort au discours sur les vertus du cordon sanitaire, etc. Je pense que si en Belgique francophone, on avait quelqu'un d'aussi charismatique que ce qu'on a pu avoir en Flandre, très vite, ce cordon serait obligé de sauter pour de simples raisons. Le cordon a déjà sauté, parce que tout le monde regarde les infos françaises et on y voit l'extrême droite, là. Oui, tout à fait. Donc on peut dire que... Voilà, les idées d'extrême droite, elles existent. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, elles existent, mais nous n'avons pas pour le moment, en Belgique francophone, de porte-parole crédible. Je veux dire, les quelques porte-paroles qui ont tenté d'émerger, que ce soit le Front Nouveau, le Front National de Belgique, des trucs comme ça, c'était vraiment des personnalités pitoyables. Enfin, je veux dire, voilà. Une autre explication, Vincent? Oui, donc cette explication-là est tout à fait juste, mais comme Nadia le disait, il y en a plusieurs. Je pense qu'une autre explication, c'est le maillage que... Alors, souvenons-vous quand même que dans les années 30, après que Rex est monté en puissance, le cardinal Van Rooij avait publiquement appelé les catholiques à ne pas voter Rex, et Rex s'était pris une déculottée aux élections suivantes. Donc ça, c'était un maillage catholique à l'époque. Je pense qu'après-guerre, il y a eu ce maillage socialiste dans toute la Wallonie, avec des associations, avec une vraie écoute des élus par rapport... Et donc, c'est vraiment un tissu social très, très puissant, très fort. Et aujourd'hui car il est beaucoup moins fort, mais il est toujours là. Je dis, dans la tête des gens, ça existe toujours, mais je pense qu'on est en sursis. On est vraiment en sursis. Et comme dit Nadia, il suffirait que demain... un homme ou une femme charismatique surgissent pour combler ce vide-là et pour que nous perdions ce côté dernier village gaulois. Alors ça n'a pas de rapport, mais vous vous présentez aux élections tous les deux. Est-ce qu'on vous l'a proposé, Vincent Engel? Non, vous savez, les gens le qui font de la PTB, par exemple, politique qui vous a proposé de prendre le siège indépendant à la RTBF, est-ce qu'ils sont revenus vers vous en disant maintenant il est temps d'être sur une liste? Absolument pas. Non, notre engagement était très très clair. J'étais là vraiment en toute indépendance. Je n'avais aucun lien. Non, mais ils auraient pu vous le proposer. Ils auraient pu me le proposer. Donc c'est ce que je vous disais, les gens qui font de la politique sont intelligents. Personne ne m'a proposé de me présenter parce que ce serait un désastre. Et vous, Nadia Geertz, qui travaillez dans un centre d'études d'un parti, est-ce qu'il y a une obligation de se présenter? Ah non, absolument pas. Non, je n'ai absolument pas été sollicitée. Et d'ailleurs, je m'en trouve très bien. J'espère que c'est parce que je fais du bon boulot au Centre Jean Goll et qu'on s'est dit que je serais probablement mieux là que dans un cénacle politique. Je pense que je ne suis pas assez diplomate pour faire de la politique. Rien de souci. Pour clôturer là. Oui, bien sûr, la question de la personnalité charismatique est importante, mais moi j'ai une petite maison entre Furnes et Ypres, donc sur le front de l'Isère, si je puis dire.
Et il y a aussi l'aplatissement de l'histoire et une sorte de négation de l'histoire, de ce qui s'est passé. Et dans le village à côté du mien, qui s'appelle Alveringhem, il y a eu un Kapellein, Un massacre? non, un religieux, Oui. au haut niveau, Un chapelain. un chapelain qui a été frontiste en 14-18, ça c'est une chose, mais qui a collaboré très clairement avec les nazis en 40-45, tant et si bien que dès que la guerre a été terminée, il a fui en Autriche. Il était condamné par contumace et ensuite ces fans, ces aficionados ont ramené son cadavre d'Autriche pour l'enterrer à Alveringhem, et il faut voir la tombe dont il dispose avec la même croix que sur la tour de l'Isère, à le Vlaanderen voor Christus, et au moment de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, tout ça a été mis au propre avec plusieurs de ses comparses. Et autre chose, la tour de l'Isère, vous savez bien qu'il y a encore des marches tous les ans, y compris de négationnistes. Et moi, je l'ai revisité parce qu'on a obligé de mettre quelque chose sur la déportation des Juifs et la Shoah. Et bon, je descends tous les étages de la grande histoire flamande et finalement, c'est mis dans un petit couloir derrière une chaise, un petit panneau, quoi. Voilà, donc il y a un oubli de l'histoire. Il y a une double niveau. Mais on parlait de l'exception de la partie francophone du pays. Eh bien, on va passer à présent à un autre sujet. Les dernières semaines, il y a eu une accumulation de dénonciations, de plaintes, de témoignages de violences sexuelles, de viols, voire d'emprise dans le milieu du cinéma et des médias en France. Donc c'est surtout dans ce pays que l'on a vu se développer ces révélations. En Belgique, des professionnels ont lancé il y a quelque temps « Paye ton tournage » et ont recueilli 500 témoignages. Et à la suite de cela, de véritables formations ont été mises en place pour que tous et toutes se sentent plus en sécurité sur les plateaux de tournage. Stéphanie Jacquet-Pariante l'a expliqué à Camille Loiseau. Il y a une vraie demande, il y a une vraie volonté, surtout du point de vue effectivement des professionnels du cinéma, d'être légitimés en fait dans leur dénonciation des faits. Donc vraiment des besoins de pouvoir s'appuyer sur des concepts juridiques pour dénoncer des faits qui étaient déjà perçus comme anormaux, comme problématiques. Et les témoignages de Paye ton tournage sont vraiment une manne très importante, et on s'appuie là-dessus pour former, pour ouvrir le dialogue aussi, parce que l'idée c'est pas de stigmatiser, c'est vraiment dans un esprit de faire avancer les choses au niveau du secteur, pour qu'il y ait moins d'impunité, et aussi une prise en compte, une prise en charge de ces situations dès qu'elles arrivent, pour éviter qu'il y ait une gradation au niveau de la gravité des faits aussi. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est un cercle vertueux aussi qui est encore à construire, à élaborer, quoi. Alors beaucoup de dénonciations ces derniers temps. Est-ce que certains disent qu'on restreint une liberté en critiquant comme ça des gens 20 ans après, 30 ans après, ou est-ce qu'on est enfin conscient des violences faites aux victimes, Nadia Geertz? Alors c'est très compliqué de se prononcer sur cette question, parce qu'évidemment, si on tente d'apporter ne serait-ce qu'un bémol à tout ce à quoi on assiste aujourd'hui, on est vite catalogué d'être une négationniste des violences faites aux femmes ou des choses comme ça. Et en même temps, c'est vrai que moi, j'avoue que je suis parfois un peu mal à l'aise de voir à quel point la justice se rend aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans la presse. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment, parce que je pense qu'on a des instruments juridiques qui sont là, et que c'est en fait devant la justice que la justice doit être rendue. C'est la seule à être habilitée à le faire. Alors, qu'on dénonce des phénomènes de manière générale, bien sûr, oui. Qu'on cite des noms, comme ça a pu être fait lors de MeToo, Balance ton port, etc. Je suis déjà extrêmement
beaucoup plus circonspecte par Ici, dans rapport les à ça. témoignages de Oui, Paye ton oui, tournage, oui. il n'y avait pas de nom. Hein. Donc D'accord, c'était chaque ok. fois, Oui, oui. c'est comme vous le disiez, des actes et après une généralisation pour faire des formations. Oui, justement. oui. Oui, mais disons que moi, ce que je trouve intéressant et un peu inquiétant aujourd'hui, c'est cette espèce de consigne qu'on entend de plus en plus répandue, qui est il faut croire les femmes. Et donc, Quoi, comme il faut si finalement, pas les croire. ben non, c'est pas qu'il faut les croire, et c'est pas non plus qu'il faut pas les croire. C'est que bien sûr que toute victime a le droit d'être entendue et que son témoignage doit être considéré comme a priori sincère, mais qu'en même temps, il faut une enquête après pour venir vérifier si les faits relatés ont vraiment eu lieu. Je veux dire, si on court-circuite ça, il n'y a plus de justice possible. À ce moment-là, on est simplement dans « je témoigne » et hop, je suis entendu et cru, et donc l'autre est jugé. Donc je crois qu'il y a quand même ce rôle fondamental de la justice qui est d'être le tiers qui vient finalement entendre toutes les parties et ensuite rendre un jugement. Mais avec les médias où ça va tellement vite, les réseaux sociaux aujourd'hui, Vincent Engel, est-ce qu'on peut attendre que la justice fasse la lumière? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, je pense que toute dénonciation doit être prise au sérieux, comme dit Nadia, et qu'après, toute fausse dénonciation doit être sanctionnée. Parce que ça peut devenir effectivement une arme pour détruire quelqu'un, que ce soit. C'est difficile à prouver. Mais c'est extrêmement difficile à prouver. Donc, je pense que la justice doit faire son boulot, mais on sait tous malheureusement que la justice est très lente. Et même quand elle est financée, par principe, la justice est lente parce qu'il faut instruire un dossier, il faut réunir des preuves. Donc, moi, ce qui me scandalise le plus, c'est les millénaires durant lesquels pour la plupart du temps, des hommes se sont comportés comme des salopards envers des femmes. C'est l'écrasante majorité, ou envers des plus faibles. La manière dont ce patriarcat a, sans aucune vergogne, trouvé naturel d'être tout-puissant et de pouvoir tout faire. Ça, c'est vraiment ce que je trouve insupportable. Et donc, quand bien même il y aurait des excès dans la dénonciation aujourd'hui, rien ne peut être plus excessif que ces comportements millénaires. Donc moi, ok, peut-être c'est exagéré, mais ça ne peut pas être exagéré par rapport à d'où on vient. Et si ça, donc il y a la justice et puis il y a le débat public. Et le débat public qui sert aussi à changer les mentalités petit à petit. Parce que, attention, c'est le cas. C'est des changements qui se font très lentement et qui sont toujours très fragiles. Il ne faudrait pas grand-chose pour revenir en arrière. Et je pense que oui, c'est le cas. Et je pense que si aujourd'hui des hommes disent « moi j'ai peur de ceci », d'abord c'est très con d'avoir peur. Il suffit juste de respecter les autres, de respecter les gens avec qui on est. Et moi j'ai pas peur. Je continue à essayer d'être le plus respectueux possible. Et si ça permet à d'autres de faire plus attention, parce qu'on a été aussi éduqués d'une certaine manière. On a été éduqués en croyant que c'est normal de dire certaines choses, d'attendre que sa compagne ou que sa femme ou que sa mère se comporte d'une certaine manière. Mais peut-être que non, peut-être qu'il faut revoir son éducation. Paul Grosjean, de l'autre côté de la table, on va voir un peu ce qu'on en pense. Je suis d'accord avec Nadia, est-ce qu'il faut croire toutes les femmes? Mais par contre, je crois qu'il faut mieux les écouter. Donc en fait, quand dans un commissariat, on recueille une plainte d'une femme, apparemment, je ne suis pas un spécialiste, mais l'accueil n'est peut-être pas optimal. Et donc, il ne faut pas prendre trop de l'argent en comptant, évidemment, tout ce qui est dit. Mais par contre, l'écoute, quand même, doit être améliorée. Et je me dis, mais de nouveau, je ne suis pas expert, ce serait peut-être mieux que ce soit une autre femme qui recueille la plainte. Il y a quand même beaucoup de femmes dans la police, donc pourquoi pas essayer, si c'est possible, que ce soit une femme qui recueille la plainte d'une femme, parce que je me dis qu'il y a peut-être plus d'empathie, a priori, quand même, entre deux femmes, voilà. Du même âge? Oui, du même âge et du même mois également, quoi. De la même commune, par exemple. Absolument. Et de la même orientation sexuelle. Moi, j'ai une jolie. Oui, et alors, je voudrais dire qu'on est dans l'émission Les Experts et qu'il ne faut pas prendre ce nom d'émission au premier degré. Donc, c'est pour ça qu'on dit, oui, mais moi, je ne suis pas expert. Marianne Susny, sur cette problématique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, bien entendu. Mais mais dans cette volonté d'écoute
de minorités, ou en tout cas de personnes qui ont été minorisées à tort. Il y a une tendance qui fait partie de ce qu'on appelle le mouvement woke, où il s'agit aussi où des personnes demandent que soient protégées ou dénoncent les discriminations des personnes noires, de couleur, des femmes, des gens qui ont une sexualité hors de la norme hétérosexuelle, les LGBT. Je vais vous arrêter, Marianne, parce que ici, on a Nadia Geertz qui a fait un livre là-dessus. Donc, je propose qu'elle nous explique d'abord. Et alors, moi, je voudrais expliquer après, parce que après, le rôle, après elle, qui va dire l'essentiel, évidemment, c'est comment ça impacte la culture. Et on en parlera. Alors, Nadia Geertz, effectivement, vous avez publié un livre qui s'appelle Woke, la tyrannie victimaire. Alors, d'abord, une définition, parce que j'ai l'impression que tout le monde ne s'entend pas exactement sur ce terme woke, qui en anglais veut dire éveillé. Alors, c'est quoi le wokisme? C'est quoi être woke? Alors, et on verra si Vincent Engel est d'accord avec votre définition. Oui. Alors, pour moi, c'est avant tout une théorie de la domination. Donc c'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui au départ s'inscrit uniquement dans la question de la question raciale telle qu'elle s'est posée aux États-Unis depuis la création des États-Unis, et qui peu à peu s'est étendu à d'autres questions que la question du racisme, mais donc à la question du sexisme, à la question des minorités de manière très générale, voire même à la question de l'écologie, etc. Enfin, ça prend vraiment toute une série de ramifications, je dirais, avec comme squelette l'idée que notre société est en fait structurellement une société de la domination et de la discrimination. C'est-à-dire que notre société serait fondée depuis des millénaires, pour reprendre l'expression de Vincent qui me tendait là quand même une belle perche, sur l'oppression systémique, sur un racisme systémique, sur un sexisme systémique, sur une hétéronormativité, sur une domination de la nature par l'être humain, etc. Et donc il y a là, selon moi, d'abord quelque chose d'extrêmement excessif, et aussi quelque chose qui est ciblé uniquement sur la condamnation du mode de la société occidentale, en fait, et qui fait complètement l'impasse sur la façon dont les autres sociétés fonctionnent. C'est l'exact inverse de l'universalisme occidental. Ah oui, évidemment. En tout cas, ça c'est je dirais que c'est c'est non seulement la conclusion à laquelle aboutit le wokisme, mais c'est aussi, parfois de manière extrêmement explicite, le modèle qui est contesté. C'est-à-dire que les théoriciens du wokisme aux États-Unis, donc ceux qui écrivent sur la domination structurelle, qu'elle soit raciale, sexiste, etc., nomment clairement l'universalisme comme étant le responsable de cette domination. C'est-à-dire que pour eux, il y a une sorte d'aveuglement. Donc, dans l'universalisme, c'est quoi au fond? C'est de dire tous les hommes sont égaux, les hommes et les femmes, bien sûr, les femmes étant sous-entendues, donc invisibilisées, pour utiliser le langage woke. Tous les êtres humains sont égaux, indépendamment de leurs différences. Et donc, finalement, l'idéal universaliste, c'est de dire, en fait, on devrait être aveugle à ces différences, parce que ces différences ne comptent pas. Notre couleur de peau, notre sexe, notre orientation sexuelle, etc. Voilà. Et en fait, ce que disent les woke, c'est qu'en fait, être aveugle à la différence, c'est déjà une violence symbolique qu'on commet par rapport à cette différence, et que donc il faut visibiliser les différences, ce qui est la fin de l'universalisme, évidemment. Alors, Vincent Engel, par rapport à cette définition, est-ce que vous vous y retrouvez dans cette définition quand on parle de wokisme, pour peu que vous trouviez que cette notion existe? C'est une dénonciation de la domination. Je ne pense pas que ça instaure une nouvelle domination. Et de nouveau, je pense que pour réussir à mettre à mal une vision dominante, alors je n'ai pas la date exacte du début, et c'est vrai que les travaux d'un anthropologue comme David Graeber amènent à revoir les choses de manière plus nuancée, mais pour revenir sur cette question de l'universalisme des Lumières, en gros, ce modèle occidental, en fait, ce modèle occidental est en miettes depuis 1942. Et nous sommes, nous, occidentaux, comme le coyote dans les dessins animés. Vous savez, ce coyote qui n'a plus de falaise, mais il continue à courir. Dans Bip Bip. Parce qu'il n'a pas regardé en dessous. Et donc, il croit qu'il y a toujours un sol ferme en dessous de ses pattes. Puis à un moment, il s'arrête.
il regarde en dessous, il fait et il tombe. Pour être clair, cette date de 42, c'est la conférence de Wannsee. C'est ça. La solution finale. Oui, je suis désolé d'encore sortir un cliché, mais parce que, de nouveau, je répète, tous les clichés ont un fond de vérité. Le peuple le plus civilisé, le plus cultivé, etc., commet la barbarie la plus absolue. Et tout ça s'est fait sur... Alors moi, je suis très attaché à cet universalisme, mais c'est vrai que la manière dont il s'est développé, dont il s'est imposé au niveau mondial comme étant la référence absolue, est en contradiction sans doute avec les valeurs qu'il supposait. Et donc il y a un impératif re-questionnement de ce qui fonde notre civilisation et notre humanité et nos valeurs. Pour vous, on a détourné un peu l'universalisme, donc il ne s'y retrouve plus. Je pense qu'on ne l'a jamais vraiment détourné. Je pense qu'on en a donné une définition qui, sur papier, est très juste, mais qui, dans la réalité, ne correspondait pas à la théorie, mais qu'on a toujours voulu faire croire que la pratique et la théorie, c'était la même chose. Et ce n'était pas la même chose. Ça a quand même conduit... Mais pour revenir sur le wokisme, l'idée de mettre d'abord en avant les différences et les identités de tout le monde, est-ce qu'on n'accole pas ou est-ce qu'on n'essaye pas de créer des différences entre les gens? En fait, le mouvement qui est en train de se passer maintenant correspond... mutatis mutandis, à ce qui s'est passé lors de la décolonisation. La décolonisation s'est faite aussi en accusant le modèle occidental d'avoir voulu imposer ses valeurs et a aussi conduit, comme un effet de balancier, à un repli sur l'identité, en disant que c'était l'identité qui fondait l'appartenance au groupe et pas l'universalité. Et Claude Lévi-Strauss y a contribué, des gens comme Finkielkraut l'ont démonté. Mais ces mouvements de balancier sont inévitables et c'est normal, je trouve normal, et je crois qu'il faut accepter le débat qu'aujourd'hui, des personnes qui appartiennent à des groupes qui ont été longtemps minorisés ou invisibilisés, vous savez, c'est extrêmement subjectif. On ne peut pas dire objectivement que quelqu'un est invisibilisé. Par contre, on peut avoir le sentiment de l'être. Et à partir du moment où on a le sentiment de l'être et que toute une série d'événements dans votre vie confirment ce sentiment, on ne peut pas mettre en doute cet élément-là. Et donc, c'est plus difficile à rationaliser les sentiments. Mais oui, mais c'est les sentiments qui nous guident, vous savez. Mais, oui, les auteurs, parce que c'est vrai que l'influence sur la culture de... Moi, je voudrais bien dire quand même un petit mot là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on a parlé d'identité et d'universalité, le mot qui n'a pas été, ou bien j'ai pas bien écouté, qui n'a pas été dit, c'est le mot sujet, avec le sujet conscient qui a des idées et qui peut... Et un sujet, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a sa conscience, qui est très complexe. Et on sait très bien que dans la cancel culture, il s'agit de débusquer, tout est suspect. Donc, c'est les monuments que ceci, c'est les œuvres que cela. Alors, évidemment, une œuvre, il y a plusieurs paliers, plusieurs moments d'histoire, etc. Et en littérature, c'est quoi? On sait très bien que la littérature, si la bonne littérature, c'est dans l'art de la nuance, de la complexité. Vous savez mieux que moi que pour faire un personnage, on en prend 4 ou 5 et dans leur complexité, dans leurs contradictions. Alors si là-dedans on vient débusquer la moindre chose, on dit attention là, on critique tel ou tel dominé, non, hop, à la poubelle, ou on change le titre. Donc pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui aplatit complètement la culture et crée une novlangue. J'ai compris dans ce que Vincent Guel disait, c'est qu'on va plus loin maintenant parce qu'on a derrière nous des siècles de domination. Ça veut dire qu'à un moment donné, le pendule va revenir à la moyenne, peut-être. Nadia Geers, vous voulez réagir à ce qu'a dit Vincent Guel? Oui, parce que je trouvais que c'était très illustratif de mon analyse du phénomène woke. C'est-à-dire que quand Vincent dit, voilà, il n'y a pas d'objectivation possible d'un ressenti de victime, de silenciation, d'invisibilisation, etc. Mais à partir du moment où c'est ressenti, il faut le croire. Pour moi, les bras m'en tombent, en fait. Je me dis, voilà, mais c'est la fin de la raison. C'est la fin de la raison, c'est de dire, il faut croire le ressenti. À partir du moment où quelqu'un vous dit, moi, je me sens invisibilisé, je me sens discriminé, opprimé, etc., il n'y a plus d'objectivation qui soit légitime. Et ça revient un peu... Ressenti contre ressenti. Ah, tout à fait, évidemment. Ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a 10 minutes, on disait que si une femme dénonce ou si quelqu'un dénonce des comportements, on doit le croire. Et l'objectiver ensuite, justement. Et l'objectiver ensuite, mais on doit commencer par le croire. Et parce que, on sait très bien, et ça a été...
Ben, on ne peut pas écouter quelqu'un si on ne le croit pas. Bah, Si tu l'écoutes en ne le croyant pas, alors ça, c'est l'interrogatoire que vous caricaturiez tout à l'heure, où la fille qui vient se plaindre d'un viol, on me dit qu'est-ce que vous portiez comme jupe Allez au bout de votre idée. Non. Alors du coup, j'ai perdu. Pour moi, c'est très cohérent, en fait. Hein. On écoute et on croit jusqu'à preuve du contraire, mais on se donne le droit d'objectiver ensuite. Oui, mais donc, juste le niveau. Donc, aussi, ce que ce siècle nous a montré, c'est que, effectivement, je disais tout à l'heure, je suis très attaché à l'héritage des Lumières, à ce libéralisme-là, mais c'est qu'on s'est quand même aussi malheureusement rendu compte au cours du 19e et puis du 20e siècle que la raison ne compte que très, très, très peu dans nos choix et dans l'organisation de nos sociétés. Ce qui domine, il suffit de voir le triomphe aujourd'hui d'un Trump. Comment peut-on, quand on est raisonnable, comment peut-on même ne pas considérer que Trump est juste un mauvais clown, hein, et que la moindre des choses qu'il dit est le moindre sens. Et pourtant... Alors je voudrais juste rappeler le livre de Nadia Gertz, c'est Woke, la tyrannie victimaire. Votre livre, c'est Vous qui entrez à Monte Chiaro chez Claire Édition. Mais juste parce que vous êtes en plein dedans, là, vous allez devenir éditeur. Oui. Peut-être quelques mots. Oui, d'ailleurs, c'est en coédition avec ma maison d'édition. Voilà. C'est Claire Édition et Edern Édition, qui est votre maison d'édition. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas aujourd'hui dans le monde de l'édition tel qu'il fonctionne ? Le monde de l'édition tel qu'il fonctionne aujourd'hui est un monde qui marche sur la tête et qui est dominé par des logiques industrielles qui reposent sur une chaîne qui va de la production de bois à la destruction des livres. En fait, je schématise, mais c'est un peu ça. Le livre n'est plus que dans cette chaîne-là qu'un vecteur qui permet à des intermédiaires de gagner de l'argent et pas tellement à l'éditeur et certainement pas à l'auteur. Donc comment est-ce qu'on peut rompre ça en ne faisant que des livres électroniques, par exemple ? Non, pas du tout. Pas du tout. On a aujourd'hui des moyens techniques de fabriquer de très très beaux livres à la demande. C'est ça. Et de livrer les libraires et les clients qui souhaitent... En fonction des commandes, alors. En fonction des commandes. Et très clairement, j'interdis les retours. Et vous savez que c'est un système très français. En Allemagne, les libraires n'ont pas la faculté de retour. Et l'édition et la littérature en Allemagne marchent infiniment mieux qu'en France. Voilà, peut-être que le prochain livre de Nadia Gertz sera peut-être chez Edern Édition, qui sait. Je voulais parler avec vous de la décision de la Cour européenne de justice sur l'abattage, mais on n'a pas le temps, donc on va passer tout de suite à nos coups de cœur. Et Marianne, on commence avec vous. Vous vouliez revenir en fait sur Robert Badinter. Je voulais dire quelques mots de ce roman fabuleux qu'il a écrit, qui a été publié il y a maintenant 5 ans, qui s'appelle Idis, qui est paru en poche également, et qui est l'histoire de sa grand-mère maternelle, qui venait de Bessarabie, donc dans Russie tsariste, dans ce qu'on a appelé le Yiddishland, parce qu'on y parlait yiddish, mais aussi parce que c'était la zone de résidence où les Juifs étaient consignés. Donc effectivement, ils parlaient beaucoup yiddish. Et alors cette femme vient à Paris. C'est toute son histoire. Finalement racontée par un Robert Badinter qu'on n'imaginait pas romancé. Badinter, jusqu'au drame absolu, parce que c'est sa grand-mère maternelle, et le drame absolu, c'est 42. De nouveau, voilà. Wannsee, il y a eu les accords de Wannsee, et Idis est là, et il faut partir. Et donc le papa, c'est sa belle-mère, part à Lyon, qui est encore en zone, n'est pas encore zone occupée. Vous êtes trop longue. Et oui, je suis trop longue. Voilà, et c'est les adieux à cette grand-mère qui ne peut pas partir parce qu'elle a un cancer généralisé. Voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est un très beau livre. Paul Grosjean, on reste finalement dans la thématique. Je vous avais pas prévenu. Moi, je voudrais parler du musée juif à la rue des Minimes, au Sablon, qui a perdu 2/3 de ses visiteurs depuis le 7 octobre. Et je trouve ça très désolant parce que c'est un musée totalement apolitique, ouvert à tout le monde et qui fait avant tout de l'éducation à l'humanisme et évidemment, qui veut dénoncer certaines barbaries. Et il y a de très belles expositions, donc je ne peux qu'encourager les gens d'aller au musée juif. Et là, l'image que vous voyez, c'est comment il va être rénové dans quelques mois. Et vous, Nadia, on reste aussi dans le même sujet avec un film cette fois-ci. Je vous propose d'en regarder quelques images d'abord. Oui. Bonjour monsieur, je m'appelle Roman Bellis. Vous avez parlé avec mon collègue au téléphone concernant l'installation de la pompe à chaleur pour votre habitation. Oui. Il est excellent. Allez mec, j'ai attrapé un juif qui veut l'égorger pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga? Ouais, bien sûr.
mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc? Ils sont passés où, les Arabes? Vous avez plus de poulet? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, la communauté. Nadia Guerre, vous nous parlez d'un film qui n'est même pas sorti à Bruxelles. Hein. Mais oui, je sais. Alors, j'ai eu la chance extraordinaire d'aller le voir hier soir, une projection privée. Et donc, c'est un film qui s'appelle Le Dernier des Juifs. Donc, on reste vraiment dans la thématique. On ne s'est pas concerté. Que j'ai voulu voir vraiment parce que j'adore Agnès Jaoui et qu'elle joue un des 2 rôles principaux. Et c'est vraiment un petit bijou. C'est un film extrêmement sensible. Alors, qui est présenté comme une comédie, en même temps, il y a des accents un peu tristes quand même, un peu mélancoliques. C'est pas la grosse blague, mais on sourit énormément et c'est très fin, c'est très touchant. Alors, l'explication qui nous a été donnée, c'est qu'il y avait des craintes de... il est sorti à Paris, hein, il n'y a pas eu de problème. Voilà, et en tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'il se moque de tout le monde dans ce film. Oui, oui, absolument. Les musulmans, les autres. Et, voilà. Et vous, Vincent Engel, on sort un peu de ce sujet, mais on parle d'un Suédois. On parle d'un Australien. D'un Australien, vous avez raison. Ouais. Donc, Julian condamné Assange, en Suède, mais pas... Non, il n'a pas été condamné en Suède. Il a été totalement blanchi. Les accusations qui avaient été portées sur lui par la Suède étaient complètement bidons. Donc, c'est Julian Assange qui, depuis 13 ans, subit une peine de prison pour un crime dont il n'a jamais été reconnu coupable, qui connaît la prison depuis 5 ans à Belsham. Belsham, c'est une prison pour des grands terroristes. Il est en isolement continu. C'est de la torture pratiquée par un État démocratique. Et il risque, on saura la semaine prochaine, le 20 mardi, c'est ça. Si son appel contre la demande d'extradition qui a été acceptée par le gouvernement britannique vers les États-Unis, il risque une peine de plus de 150 ans. Et donc il y a un rendez-vous mardi à 10h devant l'ambassade des États-Unis. Mardi à 10h devant l'ambassade des États-Unis. C'est extrêmement difficile de mobiliser les gens pour défendre Julian Assange, alors que Julian Assange défend au risque de sa vie nos libertés d'expression et d'information. Et moi, je voulais juste vous recommander de vous rendre dans le quartier européen et au cinquantenaire, encore ce soir et demain soir, aux illuminations du Bright Festival. Vous voyez quelques images. En tout cas, merci à tous, à toutes. Je laisserai la place la semaine prochaine à Vanessa Lullier pour un autre numéro des Experts. Et nous, on se retrouvera après le congé de détente. Au revoir à tous.